Bonjour tout le monde et bienvenue à ma critique express de la semaine pour la présentation de 6 jeux cette semaine. Alors, sans plus tarder, c'est parti! Alors, comme je vous ai présenté cette semaine lors de la vidéo d'actualité, je vais passer en revue mes expériences ludiques de la semaine, vous présenter sommairement les règles et vous donner ma critique après quelques parties. Alors, c'est ce que je vous propose dans ce nouveau format. Bien sûr, il y aura toujours le podcast de l'autre côté du plateau qui pourra parler plus longuement des jeux. Donc, ceci est une première vidéo express pour vous présenter mes critiques de jeux. Mais sachez que si vous voulez plus d'informations, chaque vendredi, ça se passe de l'autre côté du plateau. On commence la première critique de la journée avec le jeu Comic Hunters. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 minutes par partie. C'est un jeu de l'auteur Robert Coelho, initialement publié chez une compagnie sud-américaine, maintenant chez Spin Master Games, donc disponible en Amérique du Nord, mais en anglais seulement. Alors, c'est un jeu de repêchage de comic book et de collection d'ensemble, donc tout à fait approprié pour cette thématique-ci. Un petit plateau comme ça qui va nous permettre d'aller faire notre mise en place selon les comics mis aléatoirement qui seront les plus prisés. C'est un set collection ici selon le nombre qu'on aura à la fin de la partie. On va marquer un maximum de points. On va avoir également des highlights de mis aléatoirement et ça nous permet de dire après quel type de comic on cherche. Les numéros 1, les versus, donc les confrontations et les premières apparitions de certains comiques personnages. Donc, pour cette partie-ci, c'est ce qu'on va avoir. On a un marché ici qui va nous donner des tickets. C'est un peu la monnaie d'échange lorsqu'on pourra payer durant les enchères. Et on part tout simplement comme ça selon la cédule qui est ici. Il y aura 4 types de repêchage. C'est un repêchage parmi 3 âges de comics. L'âge 1 qui représente les comics de type contemporain, donc ce qu'on retrouve dans les comic books. L'âge 2 qui sont les années 80-90, donc l'âge moderne. Et l'âge 3 ici qui sont les classiques des années 60-70. Alors, on va bien sûr aller courir après ces personnages-ci selon la composition de notre partie. Donc, le jeu se déroule rapidement. On fait 3 phases comme ça de repêchage et on va faire une phase de marquage entre chaque. Ensuite, on passe au pointage final. C'est celui qui aura la plus prestigieuse des collections pourra l'emporter. Alors, l'attrait de ce jeu-ci, c'est dans les types de repêchage. Donc, on va avoir des types de repêchage comme Store ici, qui est la première étape. Donc, ça se passe dans l'âge 1. À ce moment-là, on fait un repêchage assez classique. On prend 4 cartes, on passe les cartes au prochain. Ça ressemble à un Seven Wonders, si vous connaissez. Ensuite, on a la convention. La convention est assez intéressante puisqu'elle va se promener sur une grille de 5 par 5. On va avoir un trou à l'intérieur. On va pouvoir, à notre tour, déplacer un des comics dans la grille et ensuite choisir une colonne ou une rangée et prendre tous les comics de ce personnage-ci. On fait ça 2 fois pour récupérer nos cartes. On a les marchés opus. Les marchés opus, eux, vont nous permettre d'aller prendre un comic. Ça se passe dans l'âge 2. Et on prend un comic et on le met dans une des rangées comme ça, à chaque tour. Donc, on alterne autour de la table. Et notre choix, on peut, soit à notre début de tour, placer un nouveau comic ou prendre une rangée. C'est un maximum de 4 comics par rangée. Et comme ça, donc, c'est un choix. Est-ce qu'on enchérit pour avoir plus de comics ou on prend avant que les autres prennent. Donc, c'est pour le marché opus. Et finalement, il y a l'auction, donc l'enchère. On va faire c'est dans l'âge 3. C'est les comics les plus chers, mais on va comme ça dépenser notre argent qui est ici pour pouvoir aller récupérer une ligne de 5, une ligne de 4 ou une ligne de 3, donc selon ce qu'on aura comme composition. Et on va récupérer nos fameux comics comme ça en dépensant nos tickets. Les tickets non dépensés représentent des points de victoire en fin de partie, donc on peut également jouer avec ça. Et ensuite, à la fin de toutes les étapes, on va avoir une petite page de scoring comme ça pour compléter notre pointage. Un jeu assez simple, un jeu très thématique par rapport à la collection d'ensemble qui va de soi avec les covers originales des comic books. C'est un peu le must de ce jeu-ci. Ça reprend exactement les comics qu'on connaît. Donc, il y a une collection d'ensemble d'icônes. Ça se joue très bien. Donc, c'est un must pour un collectionneur de comic books. Sinon, c'est un jeu assez simple de collection d'ensemble et de repêchage qui fonctionne bien. Alors, je lui donne une note de 7 sur 10.
Et on poursuit avec le jeu Cut Conquête, initialement Regroup Chicken Army. C'est un jeu de la compagnie Detestable Game et Draco Studio, maintenant disponible en français chez Lucky Dog Games, de l'auteur Alejandro Pazaran, je crois. Et c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, 20 minutes par partie, d'une difficulté de 1.17 sur 5, donc très accessible. Alors, un jeu de cartes d'affrontement simple avec des mécaniques de pattern building. On a une phase de recrutement de cartes, donc on va avoir chacun nos cartes de départ qui sont représentées par les crânes qui sont ici. On a nos marqueurs de points de vie, on commence avec 30, on va pouvoir les déplacer lorsqu'on va perdre des vies et éventuellement tourner notre carte pour pouvoir aller jusqu'à 0 et maintenant perdre. Donc c'est le dernier survivant qui remporte la partie. Il y a également une partie asymétrique. Lorsqu'on change la carte de côté, on peut également y aller avec un pouvoir asymétrique par personnage. Donc, ça ajoute un peu plus de stratégie. Alors, qu'est-ce qu'on fait à notre tour? Tout simplement, c'est qu'on va y aller en repêchant des cartes. On a ici l'accès à 3 cartes. La première est gratuite, la deuxième coûte 1$, la troisième coûte 2$. Et on a toujours la possibilité de prendre la première carte du dessus de la pioche. Autour du premier joueur ici, il dispose de 1$ de visible dans son tableau, donc il pourrait prendre cette carte-ci et cette carte-ci. Alors, s'il décide de prendre celle-ci, ce qu'il va faire, c'est qu'il doit recouvrir minimalement une case. Alors, si je fais ça comme ça pour garder mon or et ma potion, je dispose maintenant d'attaque 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 5 d'attaque ici. J'ai 2 attaques magiques, donc c'est tout simplement ce qu'on a sur nos cartes, c'est soit des attaques physiques, des attaques magiques, on a des défenses physiques et on a des défenses magiques. Simple comme ça. On a également de l'argent et des potions qui vont nous permettre d'acheter des cartes et de se guérir. Donc lorsqu'on a fait le repêchage, on tasse les cartes, on en révèle une nouvelle et ensuite on passe à l'autre joueur. Chacun va prendre une carte dans son plateau. Ensuite, on va passer à une phase de combat. À chaque fin de phase de repêchage, on a un combat. Chaque joueur va dire qu'est-ce qu'il fait comme attaque. Donc dans ce cas présent, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et chacun des joueurs va devoir se défendre avec des boucliers ou encaisser des points de dégâts. Ensuite, on va passer aux attaques magiques. On va se défendre avec des boucliers. Et ensuite, on va passer à l'effet des cartes de potions. Donc, se guérir, récupérer des points selon le nombre de potions visibles. C'est simple. Par contre, il y a une subtilité. C'est côte pour côte à côte. Puisque pour que ça fonctionne, les personnages, toutes nos actions doivent être côte à côte. Donc, un bouclier unique ne fait pas de défense. Je vais devoir disposer d'un deuxième bouclier pour pouvoir avoir minimalement 2 cartes. Donc, ça me donne 2 plus 2 d'attaque magique et 2 défenses en physique. Donc, et celui-ci ne marquera pas de points puisqu'il est isolé. Donc, c'est la subtilité. On doit toujours recouvrir au moins une case et avoir des contiguïtés adjacentes d'au moins des icônes similaires pour pouvoir que ça fonctionne. On tourne comme ça autour jusqu'à temps que tout le monde ait fait leur repêchage. On attaque à chaque tour, on se défend à chaque tour et on arrive à la fin de la partie lorsqu'on n'a plus de points de vie. Donc, les potions de guérison, eux, nous permettent de revenir et récupérer un peu, mais il y en a très peu. Quelquefois, il y a 2 d'argent, quelquefois, il y a une variante potion et argent, et quelquefois, il n'y a absolument rien. Donc, c'est un jeu assez rapide, stratégique, information ouverte, puisque tout va se déplacer, se déposer sur table, on pourra voir ce que nos ennemis font. Beaucoup aimé ce jeu, donc toujours partant pour une partie. Code Conquête, c'est 7.5 sur 10 pour ma part. Alors, on poursuit avec Star Wars The Mandalorian Adventure. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes par partie, 12 ans et plus, d'une complexité de 2.33 sur 5. C'est un jeu de l'auteur Corey Knesia, qui connaît très bien l'univers Star Wars, et de Josh Bleeper. C'est chez Unexpected Game et c'est disponible en français. Alors, on a affaire ici avec un jeu coopératif de gestion de main de cartes à scénario. Alors, on a un peu livre ici, c'est ce qui fait sa beauté. Donc, on a une petite histoire vitement racontée. Ça reprend la série de Mandalorian du même nom. Et on va voir comme ça des scénarios avec des règles spécifiques à nos scénarios. Ça va tout le temps alterner entre l'évolution de l'histoire et une nouvelle tuile, donc une nouvelle aventure avec des règles spécifiques à cette aventure-ci. On a plusieurs personnages disponibles. C'est tous les personnages qui sont
dans l'émission. On a bien sûr le Mandalorian ici et IG-11 pour notre première mission. C'est des personnages recommandés, mais on peut faire avec n'importe quel personnage. Chaque personnage a son propre deck asymétrique et on va comme ça faire une mise en place selon la configuration de la partie. On va commencer par déterminer au hasard donc nos emplacements ici. Donc on va avoir sur chacun des emplacements qui sont nos actions, les 4 actions qu'on peut faire, des marqueurs qui vont un peu dicter la force des actions qu'on va pouvoir jouer. Ensuite, on a des emplacements avec des icônes. Chaque scénario vient avec une série d'icônes. La plupart, c'est des personnages qui vont commencer à arriver sur les emplacements de même endroit, qui vont être des personnages à affronter. On va avoir une pile de renforts ici parce qu'éventuellement, ça va bouger tout ça. On va avoir 2 tuiles d'objectifs ici qu'on va mettre de façon aléatoire. Et on a également des endroits avec des cercles. Donc, on va essayer dans ce scénario-ci d'aller chercher des commutateurs pour débarrer les portes, pour aller chercher le fameux premier colis qu'on a récupéré, qui est bien sûr l'enfant. Donc, on va essayer d'aller chercher le petit Yoda. Et donc, tout ça va être mis aléatoirement. On va comme ça dévoiler. On va essayer d'aller trouver nos tokens et éviter les ennemis qui vont apparaître. Alors, tout ça, ça va être caché pour certains. Certains vont être ouverts. Et on va prendre nos personnages qui sont des standees, tout simplement, mais qui fonctionnent très bien. On met ça sur le plateau et on commence. À notre tour, c'est très simple. On se fait une main de 4 cartes pour la version de base. Il y a des versions plus compliquées avec moins de cartes en main. Et ensuite, parmi les 4 cartes qu'on va avoir, on va choisir 2 actions parmi les 4 disponibles ici. On peut se déplacer, attaquer, se renseigner ou planifier. Comment ça fonctionne? C'est qu'on va prendre les cartes qu'on a en main. Certaines fois, les cartes sont tout simplement génériques avec un nombre. Certaines fois, ils ont un icône qui va nous dire on va bonifier cette action-ci si on l'utilise pour l'action de planifier dans le cas présent. On a également ici le lance-flamme qui est un texte. Donc, en plus de l'action ici, ça va nous faire une attaque. Donc, on va essayer de combiner ça de façon intéressante. Et c'est des chiffres qui sont en ordre croissant. Dans ce jeu-ci, les petits chiffres sont pas négligés parce que ce qu'on veut, c'est surtout pas dépasser la somme de 5 ou de 6. Parce que lorsque la somme des cartes qui est ici totalise 5, on va avoir un événement négatif qui arrive. Et si elle dépasse 6, on va en plus mettre un marqueur ici qui va éventuellement faire arriver des renforts. Donc, on va devoir planifier ça de façon stratégique en utilisant donc nos cartes, faisant 2 actions parmi les 4 disponibles et c'est des actions différentes. Donc, tout simplement, on va prendre nos cartes, on va les positionner ici pour se déplacer. Donc, je peux me déplacer ici de 2 avec mon personnage. Et si j'ai une personne ici avec mon lance-flamme, en plus, je peux l'attaquer, faire 2 dégâts. Il n'y a pas de hasard, c'est on prend des jetons, on les marque et les ennemis ont des forces d'attaque, des points de vie. Eux vont généralement nous attaquer de 1 à chaque fois. Et nous, on a des points de vie ici. Si un de nos personnages meurt, c'est la fin de la mission. Donc, c'est un jeu très stratégique avec une décision très simple. On a une main de carte et on choisit 2 des emplacements qui sont ici pour faire ces actions-ci. Le se renseigner va me permettre d'aller chercher des informations sur des tuiles qui vont être fermées ou de déplacer des personnages. Et planifier va me permettre d'aller chercher un deck de renfort pour aller chercher des cartes d'équipement qui vont nous permettre de grandement améliorer notre sort. Et donc, on va s'en aller de scénario en scénario pour passer à travers les différentes missions. Alors, c'est un jeu très asymétrique, évolutif, portatif et stratégique. C'est quand même pas rien. Beaucoup de plaisir pour celui-ci, même en solo. On veut tout simplement plus de scénarios parce que dans le jeu de base, j'ai 4 scénarios. Et j'ai des enveloppes ici qui vont nous permettre de débloquer de nouveaux scénarios, mais également des nouvelles composantes et des façons de jouer différentes. Donc, belle rejouabilité, c'est 100% rejouable, il n'y a pas de problème pour refaire les scénarios. Et c'est très, très apprécié, très thématique. Donc, si vous aimez l'univers de Star Wars, vous allez adorer. Si vous aimez tout simplement les jeux d'aventure de type cahier portatif, vous allez également être très choyé. Donc, c'est un jeu que je recommande et je lui mets une note de 8 sur 10. On poursuit avec le jeu Leaf, Berceau d'automne. C'est la version française disponible chez Lucky Duck Games, initialement chez Weird City Games. C'est un jeu de Tim Eschner. C'est celui qui nous avait offert Wonderland War, entre autres. Alors, un jeu rapide de 1 à 4 joueurs, des parties de 30 à 45 minutes, 10 ans et plus. Alors, c'est une difficulté de 2.10 sur 5 sur BGG.
C'est un jeu compétitif de placement de tuiles et de collection d'ensemble. On a un jeu assez simple, d'une thématique nature, bien sûr, comme vous pouvez voir, dans lequel on va avoir une main de cartes qui vont composer différents types d'arbres. Et à notre tour, on va jouer une carte, tout simplement, pour aller récupérer sur le marché différents types de feuilles dans différentes couleurs. Alors, à mon tour, je joue une de mes cartes, le tulipier, et là, je prends la première sur le dessus du tulipier, et je vais aller la positionner dans un emplacement de mon choix, en essayant de connecter différents emplacements. Donc, ce qu'on veut, c'est connecter les bouts. Et ça devient un gros puzzle parce que tout le monde joue sur le même plateau. À la fin, il y a énormément de feuilles sur table. Ça représente le tapis de feuilles de l'automne. Et on va comme ça activer les différentes collections. Donc, j'ai joué ma carte, je regarde les effets, donc ceux qui ont des champignons, parce qu'on va éventuellement faire pousser des champignons au sol, et celui qui aura le plus gros champignon dans les tuiles adjacentes pourra aller récupérer des jetons soleil. Les jetons soleil vont être utiles pour faire avancer le temps, parce que le jeu se déroule sur les 4 saisons, et lorsque l'hiver arrive, c'est la fin et on passe au pointage final. Alors, j'ai positionné ma feuille, on a fait grossir les champignons existants, ensuite on va faire les connexions. Tout ce qu'on a à faire, c'est simple, c'est de regarder ici sur notre aide de jeu. Si j'ai des pointes vertes de connecter, je vais piocher des cartes pour pouvoir aller chercher d'autres feuilles. Orange me fait gagner des animaux qui sont ici, qui vont représenter un set collection, qui vont avoir une phase de pointage à tous les changements de saison. Plus on en a, plus c'est payant. Ensuite, on va avoir marron. Si on positionne des connexions marron, c'est qu'on va monter notre écureuil sur l'arbre et faire différents bonus où ce qu'on va arrêter. En plus, celui qui aura le plus haut dans l'arbre à la fin, il y a une course au point ici qui va s'installer. Jaune nous fait récupérer des pions soleil qui, eux, vont nous permettre de faire avancer. C'est avec ça qu'on va avancer le temps. Et lorsqu'on défausse 3 jetons de soleil, on avance et on marque le nombre de points qui sont marqués ici. Donc, c'est 6 points, 5 points, ça s'en va en décroissant. Les points, c'est des glands, comme ça qu'on va récupérer. Et rouge, c'est tout simplement faire pousser des champignons. Donc, on va pouvoir positionner des champignons de notre couleur sur les différentes feuilles et éventuellement les faire grossir parce qu'il y a un jeu de majorité qui va s'installer lorsqu'on va faire ça. C'est un jeu hyper simple, une thématique un peu hétéroclite si on veut. Par contre, ça semble décousu, mais c'est tout à fait cohérent et ça forme un puzzle game magnifique. C'est probablement ma surprise de la semaine. Alors, c'est une recommandation pour ma part. Alors, 8 sur 10 pour Leaf, berceau d'automne. On continue avec le jeu Slay the Spire, le jeu de plateau. C'est l'adaptation du jeu vidéo du même nom, maintenant disponible en français chez Matago. C'est de 1 à 4 joueurs, 90 à 60 minutes, même à 150 minutes selon BGG, 12 ans et plus et une difficulté de 2.93 sur 5. C'est un jeu de cartes coopératif de type deck building qui peut être un peu impressionnant parce qu'il y a énormément de matériel avec ce jeu-ci. Mais somme toute, c'est assez simple au niveau du gameplay. Donc, c'est un deck building co-op, comme j'ai dit, mais c'est d'un type roguelike. Et on a ici affaire avec des personnages qui sont ici sous forme de figurines et sous forme de plateau personnel. C'est 4 personnages asymétriques dans lesquels on va évoluer sur différents plateaux qui sont des actes. On a l'acte 1, 2, 3, donc on peut progresser dans une certaine aventure. Et nos personnages vont avoir, comme je dis, des pouvoirs asymétriques. On va tous gérer par contre la même ressource qui sont l'énergie, l'armure et les points de vie. En plus de ça, on aura la possibilité d'aller chercher de l'argent parce qu'il y aura une phase de marché pour aller récupérer des reliques ou des potions pour pouvoir équiper nos personnages. C'est un peu le but de l'aventure, c'est de renforcer nos personnages pour aller éventuellement à la fin rencontrer le boss de notre mission. Donc, dans l'acte 1 ici, j'ai le gardien à affronter. Je vais devoir progresser dans ce labyrinthe-ci pour pouvoir aller l'affronter et essayer de rester vivant à la fin de cet affrontement-ci. Dans la mise en place, on va mettre des jetons aléatoires sur tout le plateau selon la couleur. On va ensuite les révéler. Ça va représenter soit des événements qu'on va piocher dans un deck spécifique à notre acte, soit des rencontres de base, soit des rencontres avec des élites
qu'on pourra éventuellement rencontrer. Et on a un deck d'invocation parce que certains des personnages qu'on va rencontrer vont faire de l'invocation et vont aller chercher de nouvelles figurines qui vont apparaître. Donc, ces quartiers vont s'installer à côté devant nos personnages. On va avoir des phases de combat. C'est un jeu très axé sur le combat, mais ça fonctionne super bien parce que c'est un deck building dans lequel on va avoir un deck de base, donc toutes des cartes grises comme ça, qu'on pourra éventuellement améliorer en les tournant de côté et en les rendant plus performantes ou en allant acquérir de nouvelles cartes encore plus performantes et spécifiques. Il y a des raretés dans les cartes, donc les cartes bleues sont plus rares que les cartes grises. Et éventuellement, là, on a même un deck donc de cartes encore plus puissantes qu'on pourra prendre. Et tous les cartes sont slivées parce qu'ils sont effectivement améliorables en les retournant de côté. Soit par les effets de jeu ou soit en allant dans différents emplacements avec les coffres pour aller chercher des trésors. Mais on a également des campements pour aller soit guérir nos personnages ou aller améliorer des cartes. C'est à ce moment-là qu'on peut le faire. Alors, c'est le but du jeu. On améliore nos personnages, on se rend à la fin et on bat le boss. C'est assez simple. C'est probablement la nouvelle référence en adaptation de jeux vidéo, axé principalement sur le combat, mais c'est très apprécié. Alors, je lui donne une note de 8 sur 10 au niveau de mon pointage, mais ça pourra évoluer parce que je commence mes campagnes et je sais que le coopératif est encore mieux que le solo, donc ça reste à tester tout ça. C'est un jeu qui va être souvent sur ma table. Et je complète ma présentation avec le jeu La Rivière de l'Or. C'est un vrai classique euro-compétitif d'influence et de contrat. C'est disponible chez Office Dog et c'est dans l'univers de la légende des 5 anneaux. On a un jeu de Keith Pigott et c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 60 minutes par partie, 14 ans et plus. Et au niveau de la difficulté, c'est 2.55 sur 5. Alors, on a ici différents clans qu'on pourra prendre pour la partie. Donc, le scorpion, la menthe et le crabe. J'ai ici la grue. On a un petit texte ici qui va nous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Et on a un plateau qui nous permet d'aller gérer nos ressources. On a ça ici, donc la soie, le riz, la porcelaine. C'est ce qu'on gérera durant la partie. On a également un marqueur ici pour les faveurs divines. C'est la façon de modifier le dé. Chaque fois qu'on dépense ici, on va pouvoir bouger le dé de plus ou moins 1. Ça va être important parce que tout est basé sur les 6 faces du dé qui représentent les 6 régions de la rivière. Donc ici, on a la magnifique rivière d'or. Au niveau composante, le jeu est magnifique. Chaque section a des sections de construction en lien avec notre région. On a également une piste d'influence en lien avec cette région-ci. Et tout ça est basé sur nos faces de dés. On va avoir également des cartes qu'on va pouvoir récupérer ou faire attirer, ou plutôt aller porter des marchandises à des différents personnages. Ça va nous permettre de les acquérir et de les utiliser. On a des nobles, on a des artisans, on a des doyens, des moines et des marchands. Donc, c'est un peu, c'est pas un pick-up deliver, c'est vraiment c'est des contrats à établir en allant porter différentes ressources qu'on pourra accumuler pour avoir des bonus durant la partie ou même en fin de partie. Alors, ça va être important de regarder nos axes de développement qui sont vraiment nombreux. Alors, on va avoir des actions qu'on va pouvoir faire dans le tour, c'est assez simple. On va pouvoir dépenser nos faveurs divines en début de partie pour pouvoir modifier la valeur de notre dé. Donc, on commence avec 3 ici, mais on pourra éventuellement monter notre marqueur et bouger cette ressource-ci. Ensuite, on va faire une seule action par tour entre construire, naviguer et livrer. Construire, c'est aller récupérer des bâtiments ici pour pouvoir les mettre à des endroits. Et on va devenir maintenant propriétaire de cet endroit-ci. On va aller marquer notre emplacement en faisant le bonus à l'emplacement qu'on va le faire. Chacun des bateaux qui va arrêter dans le secteur pourra faire l'action de l'emplacement de la construction. Et nous, on va faire l'emplacement secondaire qui va être bénéfique pour le propriétaire du bâtiment. Donc, c'est important de construire. Ça coûte par contre de l'argent. On a ça ici. Et c'est la dernière ressource qu'on a dans le jeu, c'est les cocus. Donc, on pourra récupérer des cocus au cours de la partie pour pouvoir construire, entre autres, et faire différentes actions. Ça, c'est pour la construction. La navigation, on regarde la valeur de notre dé. On va tout simplement choisir un de nos 2 bateaux. On en a 2 et on va bouger 1, 2, 3, 4 et 5. C'est les régions. Ensuite, on va pouvoir collecter les ressources de toutes les régions qui sont connectées. Donc, à chaque fois, j'ai 1, 2, 3, 4 régions.
Par défaut, on fait une pièce par région, mais on a des emplacements qu'on va partir avec des bâtiments qui vont être déjà en place lors de la partie de début de partie. Il n'est pas présent, mais éventuellement, on va pouvoir en construire. Et plutôt que de ramasser des ressources d'argent, mais ça sera probablement, dans le cas présent, c'est de l'influence. Donc, on regarde, je suis dans le secteur ici avec le poisson, je vais monter de 12 influences. À ce moment-là, ici, je vais faire la ressource, je vais aller me chercher une ressource supplémentaire de soie que je vais mettre dans ma réserve. Chacun des emplacements va commencer avec des marqueurs comme ça qui vont être posés aléatoirement. Et ici, c'est une course à la position. Donc, première position, 11 points. Deuxième position, 7 points. Troisième position, 3 points. Et ça sera changeant d'une partie à l'autre. Et finalement, il y a l'action de livrer. Bien, pour livrer, c'est là qu'on va aller porter des ressources qu'on va avoir collectées ici pour pouvoir aller porter et récupérer la carte et bonifier. Donc, dans le cas présent, le noble nous permet d'aller changer notre bateau pour un grand bateau de noble. Et à chaque fois qu'on va déplacer ce bateau-ci, bien, ça va nous donner des actions bonus en lien avec ce bateau-ci et une façon de scorer à la fin de partie. Donc, chacune des types de cartes ont des différentes actions qui vont être amenées durant la partie. Et lorsqu'on arrive au bout de la rivière, bien, tout simplement, on remonte le fleuve et on va recommencer ici en haut. Donc, on va comme ça faire des circuits. Mais à chaque fois qu'on va passer, on va enlever des tuiles. On a des réserves de tuiles et quand il n'y aura plus de tuiles disponibles, ça va mettre fin à la partie. Donc, il y a différents déclencheurs de fin de partie. Tout au long, on va bouger un marqueur ici pour marquer nos points. Et à la fin, il y aura une phase de scoring. Lors de la mise en place, on a également des contrats. Donc, on va choisir parmi une sélection de contrats 3 cartes qui seront sélectionnées pour la partie. Et ça sera des objectifs communs qu'on va devoir faire. Donc, le premier à livrer 3 types de clients différents va pouvoir mettre son marqueur et faire 7 points, 5 points, 3 points. Donc, c'est une course aux objectifs qui aura lieu. Donc, ça, c'est une action facultative dans notre tour. Lorsqu'on a terminé, si on réussit un contrat, on fait le marquer. Et ensuite, on finit tout simplement en brassant le dé, en le mettant ici et en planifiant notre prochain tour. Donc, c'est hyper rapide comme jeu. C'est très engageant parce que dans le tour de chacun, on doit être présent dans la partie parce que s'il arrête sur un secteur qu'on est présent, bon, on a des ressources à collecter. On doit préparer notre tour qui s'en vient. Alors, c'est une base de 6 phases de dés, 6 régions de construction, 6 pistes d'influence. On a également la variante avec des personnages asymétriques qui vont emmener un peu plus de gameplay stratégique à la partie. Alors, c'est un jeu dans la trame de Iki, dans la plus pure tradition des jeux euro. C'est élégant, c'est mon coup de cœur de la semaine. Alors, une recommandation de ma part pour Rivière de l'Or avec une note de 8 sur 10. Et je vais probablement regarder pour une variante solo parce que j'adore. Alors, ça complète ma présentation de mes critiques express de la semaine. Donc, une grosse semaine, 6 jeux à vous présenter. J'espère que vous avez apprécié le format. Je vais faire ça à chaque semaine, chaque dimanche. Donc, soyez à l'affût. Pour avoir plus d'informations par rapport au gameplay des jeux, ça sera discuté dans le podcast de l'autre côté du plateau. Et on fera éventuellement des mises à jour, des notifications après plusieurs gameplays. La note peut effectivement changer. Ça, je vous partagerai ça éventuellement, ma liste de tous mes jeux avec mes pointages. Alors, belle semaine et un peu de boulot puisque je vais avoir un challenge solo à regarder. Donc, c'était ma présentation pour mes jeux de la semaine. J'attends vos commentaires, savoir d'accord, pas d'accord. On s'échange ça et on revient la semaine prochaine. Bye tout le monde.